Et comment ça va? En Bavière, en 1944, un jeune lieutenant nommé Clemens est à la gare pour dire au revoir à sa femme et à sa fille avant de partir pour la guerre. Sa femme lui annonce qu'elle attend un autre enfant. Le chef de gare presse tout le monde d'embarquer car le train est sur le point de partir. Mais les choses prennent une tournure terrible. Clemens Forel est capturé et le 13 juillet 1945, il fait face à un tribunal soviétique qui le condamne à 25 ans de travaux forcés dans un camp de prisonniers. Avec d'autres détenus, Clemens est emmené au camp dans des conditions inhumaines. Les wagons de train n'ont ni chauffage, ni nourriture, ni eau. C'est à son tour d'alimenter les braises presque éteintes. À ce moment-là, il s'aperçoit que l'un des prisonniers est mort de froid. En Allemagne, en octobre 1945, un facteur arrive chez Lieschen avec une lettre pour sa mère. La petite fille prend la lettre et court aussi vite qu'elle le peut jusqu'au travail de sa mère. Elle fait irruption dans l'église et remet la lettre. C'est une réponse de la Croix-Rouge. Malheureusement, ils n'ont aucune information sur Clemens Forel. Dévastée, la jeune fille se tourne vers une statue de la Vierge Marie et commence à prier, demandant qu'elle ramène son père à la maison. Alors que le train traverse les plaines enneigées, Clemens demande à un compagnon de prison où ils sont emmenés. L'homme dessine une carte sur la paroi gelée du train. Choqués par la distance, les prisonniers réalisent qu'ils n'arriveront peut-être jamais à destination. Ils mourront probablement de froid et de faim avant cela. Les tensions montent, menant à une bagarre entre les prisonniers. Mais le train commence soudainement à freiner, jetant tout le monde au sol. Ils arrivent à une gare sous garde militaire. Ils sont déchargés, au GAG, chacun reçoit 4 bûches de bois et une petite quantité de nourriture, puis ils sont forcés de retourner dans le train. Lorsqu'ils arrivent à la gare suivante, le train s'arrête, mais les prisonniers ne peuvent pas sortir des wagons. Ils sont sans bois et sans nourriture depuis longtemps. L'un des ex-soldats, tenant une lettre de sa mère, prie en silence. Clemens lui conseille de cacher la lettre et de ne la montrer à personne. Le lendemain matin, ils sont enfin sortis du train. Dès qu'ils touchent le sol, les hommes tombent dans la neige, désespérés de la manger à cause de la faim et de la soif. Ensuite, en une file désordonnée, les prisonniers sont conduits au camp. En chemin, certains meurent et les plus faibles sont battus par les gardes pour continuer à marcher. Finalement, en décembre 1945, ils arrivent sur place. Au même moment, le lieutenant principal Kamenev arrive au bureau du commandant du camp. Il sera responsable du système de sécurité. L'infirmerie est pleine de prisonniers malades. Le docteur Stoffer supplie une femme médecin de leur donner de la pénicilline, mais elle refuse. Kamenev arrive en annonçant que de nouveaux prisonniers sont arrivés et qu'il y a du travail pour les médecins. Les hommes sont alignés en rang et un appel commence. Alors que Clemens regarde autour de lui, il remarque qu'il n'y a ni mirador ni clôture. Son compagnon explique que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Soudain, pendant l'appel, l'un des prisonniers tombe d'épuisement et un soldat soviétique le tue d'une balle. L'officier responsable ordonne de recommencer le comptage. Il dit au docteur Stauffer, qui est à proximité, que ce processus peut prendre du temps. C'est ainsi qu'il détermine qui est en bonne santé et apte au travail. Le médecin capturé ne comprend pas pourquoi il a été appelé et l'officier répond que c'est pour signer des certificats de décès. Après l'appel, les hommes sont envoyés se laver, on leur rase la tête et ils reçoivent des vêtements propres. Ensuite, ils sont envoyés aux travaux forcés pour extraire du plomb. Pendant ce temps, Catherine Forel n'abandonne pas l'idée de retrouver son mari. Elle se rend au Comité national pour une Allemagne libre. Cependant, ils n'ont pas non plus d'informations sur Clemens. Un membre du comité lui demande de ne pas perdre espoir, car ils vont bientôt négocier à nouveau avec les Russes et découvriront peut-être quelque chose. Ainsi, en 1949, Clemens Forel travaille toujours dans les mines. Un jour, un éboulement se produit, ensevelissant l'un de ses amis, et il tente d'aider, mais l'homme est déjà mort. Soudain, un soldat soviétique entre et ordonne à Clemens de se présenter à Kamenev. Kamenev, lisant dans le dossier de Clemens qu'il est mécanicien, lui ordonne de réparer un générateur. Après avoir terminé la réparation, Clemens pense à s'enfuir. Pendant que les gardes sont distraits, il se cache dans un wagonnet de mine. Le chariot commence à se déplacer lentement sur les rails, mais de manière inattendue, s'arrête. En regardant avec précaution, Clemens réalise qu'il a été pris. Après la tentative d'évasion ratée, Clemens est placé en isolement. L'officier l'informe qu'il est inutile de fuir. L'Union soviétique a un accord avec les États-Unis. S'il atteint l'Alaska, les autorités américaines le livreront quand même. Après cela, l'officier ordonne que Clemens soit libéré de l'isolement. Lorsque Clemens est escorté vers les prisonniers, il l'attaque avec brutalité, le tuant presque jusqu'à ce qu'un ami intervienne. Le docteur Stauffer est appelé pour soigner Clemens, l'informant que les autres ont privé de nourriture pendant 4 jours à cause de sa tentative d'évasion. Il prévient que tenter sa chance sans préparation est imprudent. En voyant l'état de Clemens, Kamenev permet qu'il soit emmené à l'infirmerie. Pendant qu'il est là, Clemens supplie le médecin de l'aider à envoyer une lettre à sa famille, mais le médecin, avec regret, dit que la lettre n'arrivera jamais à destination. Pendant ce temps, la femme et la fille de Clemens continuent d'attendre des nouvelles. Après s'être remis de sa raclée, Clemens discute avec le médecin.
qui révèle que tous ceux qui travaillent dans la mine souffrent d'empoisonnement au plomb, saturnisme, et qu'ils finiront par en mourir. Clemens réalise qu'il doit s'enfuir d'urgence. Le docteur Stauffer dit que c'est possible, mais qu'ils doivent planifier avec soin. Ils auront besoin de vêtements civils, de bonnes chaussures, d'une boussole, de provisions alimentaires et de quoi faire du feu par des températures de moins 40 degrés. Cette nuit-là, lors d'un examen médical, le médecin remarque que Clemens a de la fièvre et a besoin de pénicilline. Cependant, Kamenev, qui observe, n'est pas d'accord et ordonne que Clemens soit libéré. Réalisant que cela pourrait être la seule chance, le docteur Stauffer dit à Clemens de venir dans sa chambre le soir. Clemens, avec précaution, entre dans la chambre du médecin. Le médecin montre une carte, explique la direction à suivre et lui donne des vêtements, une boussole et un pistolet chargé. Il lui dit aussi où se trouve un sac à dos caché avec des provisions et de la nourriture. De plus, il lui remet une boîte avec une adresse gravée. Le médecin planifiait sa propre évasion, mais a découvert, il y a 2 mois, qu'il a un cancer. Il demande à Clemens de rendre visite à sa femme et de lui dire qu'il est mort en mai pour qu'elle imagine des fleurs sur sa tombe. Il avertit Clemens de ne pas aller vers l'ouest, où ils le chercheront, mais vers le nord, en direction de la mer. Après avoir donné les dernières instructions, le médecin entend un bruit. Regardant vers le couloir, il voit Kamenev se disputer avec le docteur Pakhmutova et entend les pleurs d'un patient. L'officier harcèle la femme, mais après qu'elle l'ait giflé, elle s'en va. Profitant du couloir vide, Clemens sort du bâtiment, trouve les provisions à l'endroit indiqué et part. Le lendemain matin, les soldats soviétiques découvrent la disparition de Clemens. Ils font irruption dans le bureau du docteur Stauffer pour demander des explications, mais le trouvant mort. Il s'est ôté la vie. Utilisant la boussole pour s'orienter, Clemens commence son voyage. Soudain, il entend des voix derrière lui. En se retournant, il voit un attelage de chiens de traîneau venir dans sa direction. Craignant qu'il ne soit après lui, il commence à courir. Les traîneaux se rapprochent de plus en plus. Incapable de maintenir le rythme, Clemens trébuche et tombe, mais les traîneaux passent tout droit devant lui. En se relevant et en regardant autour de lui, il n'y a personne en vue. Seul le sac à dos qu'il avait laissé tomber était là. De retour à la mine, les prisonniers restants sont à nouveau privés de nourriture en punition de l'évasion de Clemens. Ils décident de faire une petite révolte, refusant de travailler jusqu'à ce qu'ils soient nourris. Pour tenter de les soumettre, Kamenev tue l'un d'entre eux. Cette nuit-là, une patrouille retourne au camp. Ils ont fouillé des kilomètres de territoire, mais n'ont pas trouvé le fugitif. L'officier est furieux d'avoir échoué dans sa mission. Dans le bureau du commandant, le responsable du camp exprime son insatisfaction quant à la performance de Kamenev. Un prisonnier s'est échappé, un autre a été abattu. Pour éviter de plus gros problèmes, il suggère que Kamenev fasse un rapport déclarant Forel mort. Mais Kamenev refuse. Il est convaincu que le fugitif est toujours en vie. Pendant ce temps, Clemens continue de marcher à travers les steppes enneigées infinies. Il trouve des empreintes et réalise qu'il marche en rond. Ce sont ses propres empreintes. Rassemblant ses forces, il repart, sans nourriture et désespéré, et commence à prier. Après un certain temps, complètement épuisé, il entend un son inattendu. En regardant derrière une crête glacée, il voit un phoque. Les mains tremblantes, il sort son pistolet et tire, mais rate. Le phoque, effrayé, s'enfuit. Déterminé à trouver de la nourriture, Clemens le poursuit. Alors qu'il saute d'une plaque de glace à l'autre, il glisse et une de ses jambes plonge dans l'eau glaciale. Après s'être relevé, il réussit finalement à toucher le phoque. Tout en le découpant, Clemens s'excuse de devoir le tuer. Après s'être réchauffé et avoir mangé, il continue son voyage à travers les vastes plaines. Soudain, il aperçoit un petit arbre au loin. N'en croyant pas ses yeux, il court vers lui et l'embrasse avec joie. Dans le bureau du commandant, Kamenev ordonne que toutes les séances soient informées au sujet du fugitif. Son assistant l'informe qu'ils ont déjà alerté tout le monde dans un rayon de 500 km. Après avoir réfléchi un instant, l'officier décide d'élargir le rayon de recherche, arguant qu'en 2 mois, l'homme aurait pu voyager beaucoup plus loin. Pendant ce temps, Clemens arrive dans les forêts sibériennes. Il monte un campement pour passer la nuit et allume un feu. Soudain, 2 hommes surgissent de la forêt. Ils reconnaissent qu'il est un fugitif allemand et proposent de l'emmener avec eux, le prévenant qu'une tempête de neige approche et qu'il ne survivra pas seul. Clemens refuse et les hommes s'en vont. Le lendemain matin, comme les étrangers l'avaient prédit, une tempête commence. Le vent est si fort qu'il le renverse, mais Clemens continue. Soudain, à cause de la force des vents, des arbres commencent à tomber autour de lui. L'un d'eux tombe directement sur lui. Les hommes reviennent et en poussant les branches de l'arbre tombé, voient que Clemens est toujours vivant. L'un d'eux se présente comme Sémion et demande le nom du fugitif. Clemens dit qu'il s'appelle Peter. Après l'avoir sauvé, il propose à nouveau de voyager ensemble et, cette fois, Clemens accepte. Maintenant, les 3 voyageurs poursuivent leur périple. Au printemps 1950, ils parviennent à atteindre l'est de la Sibérie, ils construisent un radeau et se dirigent vers les montagnes de Kolyma. Clemens rêve de rentrer chez lui le plus vite possible.
cool. En riant, Anastas suggère qu'ils restent, car leur Sibérie est belle. La conversation est interrompue lorsque Anastas aperçoit des rapides devant eux. Clemens prend la rame et, avec Anastas, tente de maintenir le radeau à flot. Cependant, en frappant un autre rapide, une vague jette Sémion à l'eau. Alors qu'il lutte, Clemens, sans hésiter, saute pour le sauver. Miraculeusement, il parvient à atteindre l'homme et à l'emmener sur la rive. Pendant ce temps, Anastas, abandonnant ses compagnons, continue simplement de flotter. Après avoir amarré le radeau sur la rive avec toutes les affaires de ses amis, Clemens décharge près d'une petite cabane en bois. Pendant ce temps, Sémion et Clemens traversent les forêts sibériennes à pied. Dans la cabane, Anastas fouille immédiatement les affaires de ses compagnons et trouve une poignée d'or dans l'un des sacs à dos. Après un certain temps, les deux hommes arrivent à la même cabane. Sémion est furieux contre Anastas pour l'avoir laissé mourir. En entrant, il voit qu'Anastas fouillait dans leurs affaires. Craignant pour l'or, Sémion sort un pistolet, assomme silencieusement Clemens d'un coup et tire sur Anastas, le tuant. Il suggère de l'enterrer, mais Sémion refuse, disant que les loups et les oiseaux s'en occuperont. Ils doivent continuer. Rassemblant les affaires, les hommes repartent. L'hiver est revenu. À un certain point, Sémion dit qu'il ne peut pas continuer, car il est trop épuisé. Clemens propose de porter ses affaires, mais Sémion, craignant que Clemens ne vole son or, décide de l'attaquer. Surpris, Clemens dévale une pente et s'évanouit. À ce moment-là, Liesken se réveille d'un cauchemar. Elle a rêvé à nouveau de son père. Clemens se réveille au son des loups qui hurlent. En ouvrant les yeux, il voit une meute courir dans sa direction. Il se lève rapidement et tente de grimper à l'arbre le plus proche. Mais les loups ont déjà mordu ses bottes et le tirent vers le bas. Sa mort semble certaine, mais soudain, des coups de feu effreinent les loups qui s'enfuient. Submergé par le stress et la douleur, Clemens s'évanouit à nouveau. Le peuple Tchoukch le trouve. Les chasseurs placent Clemens sur un traîneau et l'emmènent dans leur village nomade. Là, ils le placent dans l'une de leurs tentes et prennent soin de sa santé. Lorsqu'il se rétablit, Clemens rencontre ses sauveurs. L'une d'elles est une jeune femme nommée Irina, qui tombe amoureuse de lui. Elle reste à ses côtés. Pendant ce temps, Kamenev arrive à l'un des postes de commandement. Il a été informé qu'ils ont capturé un criminel fugitif qui tentait d'acheter un passeport avec de l'or. Pendant l'interrogatoire, le criminel a mentionné un Allemand, probablement la personne que l'officier recherche. Cependant, en entrant dans la pièce, Kamenev trouve le criminel pendu. C'était Sémion. Un message concernant le soldat allemand fugitif est transmis à tous les établissements voisins. L'un des chasseurs qui a sauvé Clemens entend cette information et va immédiatement le dire à Clemens, qui est maintenant totalement rétabli, qu'il est traqué. Malheureusement, Clemens doit partir. Le peuple rassemble des provisions pour lui donne un chien comme compagnon et la triste Irina l'accompagne jusqu'aux plaines. Seul avec le chien, Clemens continue son voyage à l'été 1951. Le chien, soudain excité, court devant et commence à aboyer furieusement. Clemens court vers le son et voit des opérations d'abattage de bois. Là, il aperçoit un homme pointant une arme sur Harish, son chien. Appelant le chien, Clemens se prépare à partir, mais l'homme l'en empêche et lui ordonne d'approcher. Hésitant, Clemens obéit et est immédiatement capturé. Au poste de commandement, Clemens invente une histoire disant qu'il est un balte qui s'est récemment échappé d'un camp et qu'il va à Chita. Les officiers font semblant de le croire et l'envoient dans un train comme garde-frein. Sans le savoir, Clemens accepte avec joie, sentant qu'il est plus près de chez lui. Pendant ce temps, l'officier Kamenev arrive à la gare de Chita avec des soldats. Le train commence à ralentir et Clemens réalise qu'ils sont arrivés. En regardant par la fenêtre, il voit des soldats sur le quai et décide de s'échapper immédiatement. Silencieusement, il sort du train avec son chien et se dirige vers l'autre côté. Pendant ce temps, le train s'arrête et les soldats commencent à fouiller les wagons. L'un d'eux aperçoit Clemens et une poursuite commence. Soudain, Kamenev apparaît juste devant Clemens et Harish s'élance contre l'officier. Le chien se sacrifie pour donner à Clemens un peu de temps pour s'échapper. Même poursuivi, Clemens parvient à sauter dans un train qui passe. Après être descendu à une gare, il fait du stop dans un camion et se dirige vers les champs. En marchant à travers de petits villages, il vole de la nourriture aux habitants. Un jour, en traversant un champ de blé, Clemens rencontre un cavalier. Effrayé, il s'enfuit dans la direction opposée, mais le cavalier disparaît soudainement. C'est maintenant l'hiver et il trouve une cabane abandonnée pour passer la nuit. Là, il se remémore son poème préféré. Pendant ce temps, en Allemagne, Lieschen récite le même poème à l'école. En arrivant à la dernière ligne, elle commence à pleurer. Un camion roule sur une route de campagne. À un certain point, il doit s'arrêter car l'une des roues est crevée. Le chauffeur va à l'arrière du camion chercher la roue de secours et entend un bruit. En déplaçant quelques caisses, il trouve Clemens. Réalisant le danger, Clemens prend quelques boîtes de conserve et frappe le chauffeur à la tête plusieurs fois. En août 1952, Clemens arrive enfin en Asie centrale. Il erre dans un marché local rempli de gens souriants et vêtus de vêtements colorés. L'arôme de nourriture délicieuse remplit l'air. Clemens a incroyablement faim,
mais n'a pas d'argent. Des filles vendant du pain remarquent son état et envoient un garçon lui offrir du pain. Clemens dévore le pain avec envie. Soudain, il voit une église et décide d'entrer pour prier. Pendant qu'il est là, un homme juif l'interrompt et l'invite chez lui. Un autre homme, assis près de l'église, court immédiatement au poste de police. Dans la maison, le juif raconte à Clemens que 2 de ses frères ont été tués par des Allemands, mais il sait que tous les Allemands ne sont pas pareils. Il explique que pour quitter l'Union soviétique, Clemens aura besoin d'un passeport et d'une autorisation de sortie. Pour cela, il a besoin d'un nom et Clemens choisit Peter. Approuvant le choix, le juif suggère que Clemens prenne un bain. Pendant ce temps, l'officier Kamenev fonce vers la ville en Asie centrale à toute la vitesse que son véhicule permet. Le juif, après avoir sélectionné une photo, sort pour s'occuper du passeport. Il dit à Clemens de se reposer pendant qu'il règle les choses. Après un moment, il rentre chez lui et découvre que Clemens est sorti. Il va le chercher et le trouve à l'église. Là, il remet à Clemens le passeport et l'autorisation de sortie. Il explique son histoire de couverture. Clemens est maintenant un letton, ce qui justifie son accent, et il doit mémoriser toutes les dates. Arrivant à la gare, Clemens présente son passeport pour inspection et remarque quelques cartes postales. Se souvenant de la demande de sa fille, il en achète une et monte dans le train. Pendant ce temps, l'officier Kamenev rend visite au juif. Il sait que l'homme a aidé Clemens, même sans preuve. Soudain, le juif se sent mal, se tient la poitrine et s'effondre. Souriant à Kamenev, il admet qu'il a aidé Clemens et meurt, laissant Kamenev sans plus d'informations. Pendant ce temps, une patrouille arrête le véhicule transportant des passagers et informe qu'un glissement de terrain a bloqué la route, exigeant un détour. Clemens demande s'il est possible de marcher jusqu'à la frontière et découvre que c'est possible, bien que ce soit très loin. Malgré tout, Clemens décide de continuer à pied. Finalement, il arrive à la frontière entre l'Union soviétique et l'Iran. Après avoir passé le contrôle des passeports, Clemens sort de l'enceinte et respire mieux. En traversant le pont, il rencontre inopinément Kamenev. Cependant, Kamenev ne l'arrête pas. Au lieu de cela, il s'écarte et laisse passer Clemens. Alors que Clemens marche, l'officier soviétique dit qu'il se considère toujours comme le vainqueur. Déjà en Iran, Clemens est arrêté à nouveau. Il est soupçonné d'être un espion russe, bien qu'il s'identifie comme Clemens Forel et dise qu'il s'est échappé de captivité. L'histoire semble si absurde qu'elle pourrait être vraie. C'est pourquoi les Iraniens décident d'appeler son oncle pour l'identifier. Cependant, l'homme ne le reconnaît pas. Il prend un album photo et pose quelques questions à Clemens. En feuilletant les pages, Clemens voit une photo de lui. Il avait donné cette photo à sa mère comme cadeau d'anniversaire en 1939, comme c'était noté au verso. Lorsque les hommes ont vu la photo, ils voient l'inscription exactement comme Clemens l'a décrite. Incrédule, ils s'embrassent avec joie et larmes. Clemens Forel est enfin chez lui. Il marche dans les rues couvertes de neige avec sa maison devant lui. En regardant par la fenêtre, il voit un salon chaleureux, un arbre de Noël décoré et sa famille, sa femme, sa fille et son fils. Caché à côté de la maison, il observe alors qu'ils sortent et vont à l'église. À l'intérieur de l'église, une chorale chante des chants de Noël. Le regard de Lichen se fixe sur la statue vers laquelle elle priait pour le retour de son père. Soudain, quelque chose la fait se retourner. Au bout de l'allée, il y a son père. N'en croyant pas ses yeux, Lichen se lève lentement et marche vers lui, se jetant dans ses bras. Catherine, suivant sa fille, se lève aussi et va vers eux. Les mains tremblantes et des larmes de joie, elle touche le visage de Clemens. Finalement, la famille est réunie à nouveau, comme promis, à Noël, après 7 longues années. Terminant ainsi Aussi loin que mes pas me portent, film d'action et drame de 2001, et je vous attends dans la prochaine vidéo.